Alors, pour vous remettre un petit peu, nous, c'est Agnès et Amélie. On est photographes pro depuis 15 ans. C'est ça. Et on a décidé de créer cette chaîne YouTube pour aider les photographes dans leur business, ceux qui se lancent, mais ceux qui sont aussi déjà installés. Exactement. Et qui veulent faire perdurer aussi leur business. C'est ça. Et l'émission d'aujourd'hui, elle va vraiment s'adresser aux gens qui veulent se lancer. Parce que on a en formation souvent, on va le dire, des photographes, enfin pas des photographes, mais des gens qui veulent se reconvertir et qui, pour le coup, ont un projet pour devenir photographe professionnel. Et en fait, ce qu'on constate tout le temps, c'est qu'ils n'ont aucune vision globale de la profession, enfin du métier qui les attend. Et surtout, ils savent pas par où commencer. C'est ça. Où aller, par où commencer, quelles sont les missions. Ça part dans tous les sens, entre le matériel, le site internet, le portfolio. Enfin, en gros, il y a. Et puis tout le monde y va de son petit avis. Alors vas-y, va remettre ça au sein du truc. C'est ça. Donc en fait, cet épisode-là, c'est devenir photographe. J'y vais et j'y vais comment ? Parce que l'idée, c'est de structurer et de ne pas partir dans tous les sens. Donc en fait, on a défini 10 points parce que comme ça nous donne, même nous, on se structure même nous dans la création de nos épisodes parce que comme ça, c'est vachement plus simple. On a structuré en 10 points et on va vous donner 10 conseils qui nous semblent être les conseils utiles pour bien se lancer, bien se structurer et en fait, pour avancer plus vite. Parce qu'il y a un moment, quand dans ta tête, ça va dans tous les sens, ça va nulle part. Donc voilà. C'est toi qui dis le point 1 ? C'est moi qui dis le point 1. Alors, le point 1, ça va sembler bateau, mais c'est tellement important. L'objectif, c'est de trouver ce que tu aimes et quels sont... En fait, tu te dis, ouais, tu as envie d'être photographe, mais en fait, tu ne sais pas quelles sont les images que tu aimes. Quelles sont les images que tu as envie de faire. Et rien que pour ça, alors en fait, on a les réseaux sociaux qui te permettent d'aller voir un petit peu ce que font les autres, etc. Tu dis, ah, ça t'aimes bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Mais la première question, c'est de se dire, est-ce que déjà, tu as envie de photographier des animaux ? Est-ce que tu as envie de photographier des paysages ? Est-ce que tu as envie de photographier des gens ? Est-ce que tu as envie de faire du reportage ? En fait, c'est de juste savoir qu'est-ce que tu aimes et du coup, ce que tu aurais envie de photographier. Et pour ça, il y a plein d'outils. Donc, tu as les réseaux qui te permettent de voir plein d'images et de regarder et de te faire un petit tableau Pinterest éventuellement et de te mettre de côté tout ce que tu aimes. Tu as Pinterest qui est quand même un sacré moteur de recherche d'images. Tu as aussi Google Images. Tu as plein de... Voilà, en fait, on est envahi d'images. Donc, c'est facile, je trouve, de piocher des images par-ci, par-là et d'aller les mettre dans un petit tableau, histoire de se dire, OK, et d'avoir une vue d'ensemble et de se dire, qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'ai, vers quoi j'ai envie d'aller ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'aime déjà ? Est-ce que c'est les couleurs ? Est-ce que c'est que du noir et blanc ? Est-ce que c'est des gens ? Est-ce que c'est autre chose ? Voilà, en fait, c'est juste de déterminer déjà ce qui me fait vibrer et ce que je serais prête à faire. Ou prêt. Ou prêt. Ouais. Non, mais oui, de toute façon, je pense que définir... Après, moi, dans les gens que j'ai en reconversion, qui viennent en formation au studio, la plupart, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Mais je trouve ça hyper important parce qu'en fait, tout ce qui va arriver ensuite dans les étapes, et c'est pour ça que je veux que... Parce qu'il y en a plein qui se disent, non, mais je verrai. Parce qu'une fois que j'aurai commencé, je verrai ce que je fais que du social. Alors, ce qu'on appelle, nous, de la photographie sociale, c'est tout ce qui concerne l'humain. Donc, la famille, le nouveau-né, la grossesse, les baptêmes, les mariages, etc. Est-ce que je ferai que ça ou est-ce qu'après, je vais faire du corporate ou du packshot Mais en fait, il y a, par exemple, le point 2 qui arrive derrière, qui est qu'est-ce que j'achète comme matériel ? En fait, il dépend du point 1. Alors, ça ne veut pas dire que votre stratégie, elle va être figée. Ça ne veut pas dire qu'en fait, vous allez ne plus pouvoir changer. Mais au moins, si tu décides de faire du social, de la photographie sociale, tu dis dans un premier temps, mon kiff, clairement, c'est la grossesse, le nouveau-né, le grand bébé. Bon, c'est facile, c'est ce que je fais, c'est pour ça que je vous le dis. C'est le premier truc qui me vient. Mais en fait, au moins, quand tu pars de ce postulat-là et tu te dis c'est ça que j'ai envie de faire, tu sais que tu vas t'acheter un boîtier, mais que tu n'as pas besoin d'un autofocus de malade parce que tu ne fais pas de l'automobile, tu ne fais pas de l'animalier. Tu n'as pas besoin d'un 50-600 parce qu'en fait, tu ne fais toujours pas de l'animalier, tu n'as pas besoin de prendre de loin et que tu vas t'orienter plutôt sur des focales fixes pour faire du portrait, etc. Donc, ce point de savoir quelle image tu veux faire, en fait, c'est un point de départ. C'est un point de départ pour écrire la suite de l'histoire. Et ne crois pas,
et ça c'est un conseil que j'ai envie de vous donner, ne croyez pas que vous ne pourrez pas changer après. C'est vrai, toi tu as commencé en faisant que du social, maintenant tu fais du corpo, tu fais plein de choses différentes et au fur et à mesure ton matériel il a évolué. En fait, c'est un peu comme, j'ai envie de dire, les ados aujourd'hui qui cherchent un métier. À chaque fois, je leur dis, mais en fait, tu as une vie qui va être très grande, très longue. Très longue. Du coup, tu n'as pas besoin de te dire que tu feras ce métier toute ta vie. Tu as le droit de faire un premier métier et d'après d'en changer, en fait. Et bien là, c'est exactement la même chose. Puis il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, pareil. Donc, pour le coup, je m'estime très intelligente. Et au départ, je ne voulais pas faire studio, j'ai fait du studio. Enfin bon, bref, etc. Donc, du coup, oui, en fait, il faut juste avoir le point de départ pour savoir vraiment savoir ce que tu vas acheter derrière en termes de matériel, en termes d'objectifs surtout. Parce que finalement, ça va jouer beaucoup. Et puis après, ça va découler, en fait, de source. Et puis après, au fur et à mesure, tu pourras utiliser tel ou tel objectif pour peut-être faire autre chose, etc. Donc, c'est vraiment ça. Parce que, enfin, même au-delà du matériel photo, quand tu décides de te lancer, c'est ce que je dis tout le temps, ça demande beaucoup d'investissement en temps, mais ça demande aussi de l'investissement argent. Si tu décides de faire des photos de famille dans un parc, évidemment, ton investissement, il va être assez limité parce que tu vas t'acheter ton boîtier, tes objectifs. Et après, c'est le soleil est gratuit. Voilà, le soleil est gratuit, c'est de l'huile de coude. Tu y vas et tu bosses, tu t'entraînes. Mais si, par exemple, tu décides de faire du nouveau-né au studio, comme je fais moi, ton investissement, ça va pas être juste acheter ton boîtier. Est-ce que ça va être aussi, si tu veux un studio, il faut que tu investisses dans ton studio. Si tu veux des accessoires, je les connais, les photographes nouveau-nés. Moi, j'ai une pratique qui est assez simple. Je n'utilise que le blanc, donc j'ai pas beaucoup d'accessoires. Mais les photographes nouveau-nés, quand elles arrivent sur le marché, je les connais, elles achètent tout partout. Et en fait, c'est pour ça que je trouve ça extrêmement important de définir ton style d'image. Parce que ça va te permettre que ce soit ton investissement matériel, boîtier, objectif, etc. Mais aussi tous les accessoires que tu vas acheter autour. Plutôt que de partir dans tous les sens, reste focus sur ce qui va constituer le début de ton activité. Parce que tu ne pourras pas tout acheter. Et puis, tu n'es pas obligé d'avoir 3 flashs dans un studio pour faire de la jolie photo. En fait, tu peux commencer avec un seul, tu peux commencer avec un seul objectif. En fait, ça suffit. Ça dépend de ce que tu veux faire. Non, ça dépend. D'accord. Tu peux commencer doucement, je suis désolée, avec les moyens du bord. Non, mais et ça quand dépend. Tu fais pas si Agnès, studio, quelqu'un qui veut arriver en me disant, moi qui arrive au studio, bon après je fais que de la formation sur le blanc. Quelqu'un qui arrive au studio en me disant, je veux faire des images blanches, je peux pas lui dire, il te faut une source. Oui, d'accord. Investis au minimum. Non, ça marche pas. Oui, mais s'il veut vraiment faire ça, je dis juste qu'à un moment donné, si t'as pas les moyens, en tout cas, fais autre chose en attendant. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, tu développeras au fur et à mesure. Oui, mais c'est aussi identifier les bonnes images. C'est aussi justement aller te former et prendre conseil auprès des gens qui vont te faire acheter le bon matériel. Parce que, tu vois, moi, justement, on en parle juste après. Oui, ça vient. Mais parce que, justement, tu vas aller te former auprès des bonnes personnes. Parce que ça va éviter que tu fasses 12 milliards de formations. En fait, je pense que c'est pas la bonne stratégie que de se dire « je vais me former à plein de choses et je verrai ce que je vais retenir ». Parce qu'en fait, pour moi, c'est prendre le schmilblick à l'envers. Je pense qu'il vaut mieux commencer en prenant ce qui va être ton cœur de métier, ce que tu préfères. Tu commences à ce niveau-là, tu achètes le matériel qui va avec ça, les accessoires qui vont avec ça, et tu te formes à ça. Et en fait, après, et c'est ce que font, moi, tous les photographes que je connais aujourd'hui qui gagnent leur vie correctement et qui ont des studios ou des activités qui tournent, ce sont des gens qui, au fur et à mesure du temps, ajoutent des cordes à leur arc. Et en fait, rajoutent du matériel parce que leur activité initiale leur permet d'investir à nouveau dans le matériel, vont se former. Par exemple, aujourd'hui, on a la photo d'iris qui est très à la mode. Et en fait, il y a plein de photographes qui font du studio nouveau-né, etc. Et ça les excite parce que c'est sympa. Mais ils s'achètent le bon matos pour faire de l'iris, l'imprimante, alors que c'était des gens qui n'imprimaient pas jusqu'à présent. Et en fait, il faut arrêter de vouloir tout de suite. Je pense qu'il vaut mieux être focus sur une activité, la faire bien, se former pour ça. Et une fois que tu es à l'aise, tu montes le 2e barreau de l'échelle. Moi, c'est ce que je dis toujours. Essaye pas d'aller au 9e barreau. Tu vois, déjà monte le 1er et ça sera génial. Et après, tu montes le 2e et progressivement. Nous, ça fait 15 ans qu'on est là.
Moi, j'ai monté mes barreaux les uns après les autres. Et ça fait 15 ans qu'on se forme aussi. On continue à se former. Et ça, c'est cool. Et moi, j'ai commencé, j'ai fait dans les parcs. Et puis après, je me suis dit, mais non, je veux faire du studio. Donc, j'ai pris une pièce chez moi pendant 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, je me suis dit, non, mais attends, je vais pas continuer à bricoler dans ma chambre d'amis. Donc, j'ai pris mon premier studio qui faisait 50 mètres carrés. Et puis après, j'ai pris un autre studio avec Agnès. Et puis après, j'ai racheté mes locaux. Enfin, voilà, il faut vous dire qu'il y a une vie, que l'entreprise a une vie et une croissance qui lui est propre et qu'il faut pas, ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Ma première formation, c'était une formation studio. Tu t'es trompée. Je suis sortie de la formation et j'ai dit, non, je veux jamais faire de studio. C'est pas du tout pour moi. Donc, du coup, j'ai dit, non, j'arrête, pas de studio pour moi. Et du coup, je suis partie dans les photos en extérieur et à domicile. Mais c'est vrai que les formations, ça sert à ça aussi, hein. Ça sert à savoir si OK ou pas OK. Après, j'ai appris des choses aussi en formation. En fait, à chaque fois que je fais une formation, si je ressors de cette formation avec un truc qui va changer ma vision des choses, qui va changer ma vie, mon workflow ou n'importe, je me dis c'est bon, j'ai tout gagné. Oui, mais ça, tu te le dis parce que toi, ça fait longtemps que tu es là et que tu peux te permettre ça. Mais comme là, on s'adresse à des gens qui veulent se lancer. Et pour les débutants, je pense que le plus important déjà, c'est de maîtriser vos outils. Oui, c'est ça, c'est la base. Au-delà de business, tout ça, je pense que le plus important, c'est d'apprendre à vous servir d'un appareil photo. Pour de vrai. D'un appareil photo, le mode manuel, j'entends. J'entends le mode manuel. Et de savoir utiliser un flash, de comprendre la lumière, etc. Je pense que c'est le truc le plus important et le premier truc à faire en termes de formation. Et après, tu peux aller au-delà. C'est-à-dire que si la grossesse en studio te plaît, là, du coup, tu peux aller chercher chez Amélie une formation sur des schémas de lumière, etc. Et ça peut être intéressant. Mais il faut déjà que tu maîtrises la lumière. Parce que, en fait, en gros, le déroulé, là, est-ce qu'on s'est noté, parce que vraiment, c'est trouve ce que tu aimes comme image, achète le matos qui va avec ça. Et une fois que tu as acheté ton matos, prends ton matos en main. Ouais. Parce qu'en fait, nous, les professionnels, aujourd'hui, qui avons une offre de formation, on le voit, on a des gens qui arrivent en reconversion. Enfin, moi, ça m'arrive et ça ne me pose pas de problème, mais je trouve ça dommage parce que je préférais que les filles qui viennent en formation avec moi, elles sachent déjà se servir de leur boîtier parce que je me dis que... Les filles et les garçons. Les filles, ouais, mais j'ai surtout des filles en grossesse nouveau-née. Mais en fait, je trouve ça dommage que sur 2 ou 3 jours de formation, on soit obligé de passer quasiment une matinée pour découvrir ce qu'est le mode manuel, les ISO, la vitesse et tout ça, et la profondeur de champ. Donc je me dis, en fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des tutoriels dans tous les sens sur Internet. On a YouTube, les gens, c'est de la formation gratuite aussi. Après, moi, c'est vrai que je préfère le relationnel. Oui, c'est plus simple de répondre à mes questions. Mais si tu n'as pas d'argent à mettre dans une formation avec un photographe, non, mais si tu en as de l'argent, en fait, si tu en as, préfère utiliser et investir ton argent dans une formation qui va être peut-être un peu plus technique, en effet, sur le type de prise de vue que tu as envie de réaliser. Mais cette formation, elle va te servir que si tu arrives en ayant déjà un bagage technique, si tu sais ce qu'est la profondeur de champ, que tu connais ton boîtier. Moi, il y a des fois, je me retrouve avec des boîtiers que je ne connais pas, à être obligée d'expliquer comment on bouge le collimateur pour pouvoir faire la mise au point. Et là, tu vas dans la notice parce que tu connais pas tous les boîtiers. Voilà, parce que moi, je suis Canon. Et tu passes 4 heures dans le truc. Et en fait, c'est une perte de temps et c'est une perte d'enseignement. Je me dis, mais c'est pas à ça. Enfin, c'est dommage. Donc, voilà, si j'ai un conseil à vous donner, vous choisissez vos images, vous achetez votre boîtier, vous vous formez en regardant les tutos. Enfin, aujourd'hui, il y a vraiment de tout. Il y a tout. Et vous vous entraînez. Moi, j'ai fait ça. Ouais, moi, j'ai fait ça quand j'ai commencé. Moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai décidé sur le tard d'être photographe. Franchement, il y avait un site internet, ça s'appelait jeveuxêtrephotographe.com. J'ai fait 4 heures de cours sur la lumière, 4 heures de cours sur la profondeur de champ et 4 heures sur la vitesse. La vitesse. Des places de la Concorde, on prenait les voitures qui bougeaient. En fait, j'ai compris 3 concepts de base et après c'est simple. Tu t'entraînes. J'y vais. Voilà. Tu t'entraînes. Exactement. Il faut faire des images. C'est ça. Mais tu prends n'importe quoi. Tu prends le verre, tu prends ton boîtier, tu testes comment on fait la profondeur de champ. L'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'après, quand tu vas arriver dans une formation, mais tout va s'éclairer parce qu'en plus, la personne, en effet, il y aura le relationnel, il y aura les mots qu'elle va mettre sur ce que tu n'as peut-être pas compris, mais tu avanceras beaucoup plus vite. Et ça, vraiment, c'est quelque chose sur lequel je veux insister avant de commencer à aller en formation avec des professionnels. Juste
apprenez à faire la base, à vous servir de la base du matériel photo, du boîtier, des objectifs. En fait, dès que la technique, la maîtrise de l'outil sera acquise, tout deviendra plus fluide et plus facile, en fait. Mais en fait, il faut juste que ça devienne naturel, en fait. Et franchement, il n'y a pas grand-chose à apprendre, entre guillemets. Ce fameux triangle, là, on n'a que 3 choses à apprendre. Enfin, c'est pas... Déjà, rien que ça, rien que cette base, maîtrise-la. Et quand tu la maîtriseras, et ben, pour le coup, derrière, ce sera plus facile. Donc, tu as choisi ton style d'image, tu as acheté ton matos, maintenant tu sais te servir de ton appareil. Tu sais te servir de ton appareil, on va dire. Ouais. Oui, en fait, il y a une chose qui arrive tout de suite derrière. Et pour le coup, en fait, c'est génial parce qu'elle vient aussi pour que tu t'entraînes et que tu te formes. C'est la création de ton portfolio. Parce que ça, on va pas passer 3 plombes sur ça parce qu'en fait, on a un épisode entier qui va être dédié au portfolio parce que c'est quelque chose d'extrêmement important à mon sens parce que c'est ce qui va construire toute ta stratégie de photographe, de base, si tu es photographe, il faut montrer de l'image. Faut montrer de l'image. Donc, faut en faire. Mais choix. c'est bien parce qu'en fait, tu es dans une phase où tu es dans une phase d'apprentissage et on te dit il faut que tu crées de l'image pour pouvoir la montrer. Eh bien, profite de cette phase-là. Prends tes enfants, prends qui tu veux, ta copine enceinte, qui tu veux, tes parents, enfin, n'importe qui. Mais prends les gens en photo et constitue-toi une base d'images que tu vas pouvoir utiliser pour ta communication. En fait, c'est double... Si tu ne montres pas d'image... tu ne vendras pas. Donc, il faut se créer une base d'images qui va te permettre de créer du contenu image, du contenu visuel pour pouvoir te vendre. C'est ça. Au-delà du personal branding qu'on a parlé tout à l'heure. Mais en fait, à un moment donné, tu es photographe, faut montrer de l'image, tu n'as pas le choix. Donc, tu as créé ton portfolio. On était au point 5. Ouais. Non, au point 4. Le point 4. Il va falloir que tu commences à regarder ce qui se fait autour de toi. Qu'est-ce que font les gens? Donc, dans le domaine que tu as identifié. Ne va pas trop loin. Reste focus sur ce que tu as identifié. Tu veux être photographe de mariage. Eh bien, regarde ce que font les photographes de mariage qui sont autour de chez toi. Parce que, déjà, ça va te donner des idées sur ce que tu as envie de faire ou pas. Parce que je pense que c'est toujours bien de rester attentif à ce que fait ta concurrence. Et surtout... Ça va te permettre de savoir... où te positionner. C'est ça, c'est surtout ton positionnement qui va être important. Parce que très vite, en fait, quand tu es dans un... Le problème, quand tu veux te lancer, c'est que tout arrive un peu en même temps. Tu commences à avoir des images. Donc, vu que tu as des images, c'est parce que tu as pris des gens en photo. Et puis, les gens que tu as pris en photo, ils vont commencer à parler de toi à leurs copains. Enfin, bon, voilà. Tout ça, ça va aller vite. Ça fait boule de neige. Ouais. Et en fait, tu vas arriver à un moment où tu vas avoir plusieurs étapes que tu vas devoir un peu faire coexister en même temps. Et portfolio, regarder ce que font les autres et commencer à te structurer une offre. Cette espèce de gros package que tu vas être obligé de toucher là. Parce que, en fait, si tu commences à avoir des demandes, parce que ça arrive, hein, même si tout le monde est persuadé qu'ils ne vont pas trouver de clients. Parce que comme tu es au début de ton activité et que tu as un gros truc qui s'appelle le syndrome de l'imposteur, forcément, tu ne vas pas trouver de clients. Mais nous, par expérience, on te le dit, tu vas en trouver. Les clients, ils vont venir. Parce qu'il y en a des clients, il y en a pour tout le monde. Et que si tu commences à agiter tout ça, que tu y mets de l'énergie, que tu y passes du temps, il va y avoir des gens qui vont te contacter. Et les images que tu vas montrer, ce sont les images que les personnes vont aimer. Donc ça, c'est des choses que tu sais faire déjà. Oui, et donc il faut que tu structures ton offre. Il faut que tu commences à savoir quelle gamme de tarifs tu veux avoir. Regarde sans te brader en même temps. Là, oui, mais bon, après tu débutes et tu as le droit au début, pour constituer ton portfolio, on en reparlera, tu as le droit d'avoir des séances qui sont gratuites. Mais très vite, il faut quand même que tu aies une gamme de prix, en effet, sans te brader. Et j'insiste là-dessus, et notamment pour tous les photographes qui souhaiteraient venir se professionnaliser, mais qui sont quand même toujours dans leur emploi initial et qui donc vont faire coexister pendant quelques mois ou même des fois quelques années leurs 2 jobs. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle nous les doubles activités. Ouais. Et en fait, il faut faire extrêmement attention parce que dites-vous que si vous bradez vos tarifs, c'est pas du tout l'objet de l'épisode, mais je veux quand même le dire parce que je pense qu'on a des gens en double activité qui vont regarder cet épisode-là. Ayez conscience qu'il y a toute une profession quand même qui a besoin de vivre, qui a besoin de gagner sa vie et que nous, les gens qui sont en double activité, qui font ça parce qu'eux, ils ont l'impression de faire ça pour leur plaisir, le samedi, d'aller faire du mariage sur leur temps off. En fait, vous faites du mal à toute une profession en bradant vos prix. Donc,
tu peux avoir... et d'ailleurs, il y a plein d'amateurs experts qui font des photos presque plus belles que certains professionnels. Oui. Donc, c'est pas parce que tu es en seconde activité que tu dois avoir des tarifs qui ne sont pas les tarifs du marché. Voilà. Donc ça, c'est petit, entre guillemets, c'est off entre nous. Voilà. Mais c'est un point sur lequel moi, en tant que présidente de fédération, j'ai envie d'insister parce que c'est quelque chose que j'entends à longueur de temps. C'est les secondes activités nous font du mal parce qu'ils ne respectent pas les tarifs. Et puis après, c'est pas forcément cool non plus parce que tu vois... Éventuellement, si tu veux commencer à créer ton réseau autour de toi, voir tes collègues, créer du réseau en fait avec tes collègues, bah, pour le coup, les collègues vont peut-être pas forcément être ouverts. Parce que ça arrive parce beaucoup. Qu'ils savent que tu t'es bradé. Tu t'es bradé et que du coup, eux, ils se disent c'est bon, tu casses mon business, je vais rien te dire en fait. C'est ça. Alors on se dit pas de se mettre d'accord sur des tarifs, mais si par contre tu es dans la même gamme et que du coup, en fait, il y a comme un échange, l'échange peut être plus fluide, plus facile et voilà, c'est juste de pas se sentir lésé en fait. Et surtout, en fait, la double activité, prends ça comme un tremplin. Ouais. C'est ce que je dis tout le temps. En fait, ne prends pas ça comme ton passe-temps du week-end où tu vas arrondir tes fins de mois parce qu'en fait, ton but, au fond de ta tête, on le sait, c'est d'être photographe pro. Donc, prends ça comme un tremplin. Tu as la chance de bénéficier de cette double activité pour justement préparer ton activité. Mais prépare-la bien. Réfléchis pas en termes de charge aujourd'hui parce que c'est sûr que tu as ton salaire à côté, t'es peinard. Mais réfléchis en termes de le jour où je vais arrêter mon salaire. Qu'est-ce que j'ai besoin de gagner pour faire vivre ma famille, pour payer mon loyer, pour payer mon matos, mes charges, mon URSSAF. Et en fait, tu vas vite te rendre compte que tu peux pas vendre un mariage de 10h le matin. Et encore, j'allais dire, allez, 990 €, mais tu peux pas aller bosser de 10h le matin à 1h du matin pour 990 €. Si tu es en double activité, bien sûr que pour toi, c'est 1000 balles de plus et ça a un véritable impact sur ton mois. Mais si demain, tu dois vivre que de ça, t'en vivras pas. Et là, après, on va se retrouver avec des gens qui vont dire... C'est dur le métier de photographe, on peut pas vivre correctement. Bah si. Si. En fait, si voilà, c'est nous et c'est aussi pour ça qu'on fait cette chaîne-là. Et enfin moi, c'est quelque chose. C'est pour prouver qu'on peut en vivre bien, en fait. Qu'on peut en vivre bien à condition d'appliquer les bons tarifs et d'avoir la bonne stratégie. Et je le dis tout le temps, de se respecter, de se respecter au-delà soi. de ça, de se respecter soi, mais de respecter son travail aussi. Ouais, c'est ça. Et de respecter les autres aussi, pour le coup. C'est ça. Le vivre ensemble. Donc, tu as structuré ton offre, ta grille de tarifs, tes spécialités, tu sais à peu près où tu vas. Ouais. C'est toujours pareil, je le répète, une stratégie, ça peut évoluer. Donc, tu as tes tarifs du début. C'est pas parce que tu as le droit de commencer à 990 €. Moi, quand j'ai commencé le mariage, en fait, syndrome de l'imposteur, j'ai fait 2 mariages gratuits. Après, j'ai mis 690 €. Toujours en déclarant bien que j'étais dans une recherche pour faire du portfolio. Après, mes 3 mariages qu'on suivi, je les ai fait payer 990 €. Et quand j'ai eu mes 3 mariages suivants, en fait, je suis passée à 1590. Et en fait, j'ai toujours eu cette stratégie-là d'augmenter par palier. C'est-à-dire que quand j'avais signé mes 3 mariages, hop, je passais, voilà. Alors après, quand je suis arrivée à 1590, je commençais à avoir du mal à décoller. Donc en fait, je montais des paliers, mais de 100 €. Ouais. Mais en fait, c'est pas grave parce qu'un jour, je suis arrivée à 2190. Après, moi, je faisais pas de soirée, c'était un parti pris, ça m'excitait pas des masses, ou très peu, ou je les vendais cher. Non, c'est juste que toi, tu participais aux soirées. Mais ce que je veux dire, c'est monter par palier, allez-y doucement si vous ne vous sentez pas complètement légitime. On n'est pas obligé de faire des bons et on n'est pas obligé d'arriver en se mettant à 3500 € le mariage. Même si j'en connais qui l'ont fait et qui s'en sont... et pour qui ça marche. Donc comme quoi, les gars, la confiance en soi... Après, il y a le tarif aussi qui donne un aperçu de la valeur des photos et du travail du photographe. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de hyper luxueux, etc. Même si tes photos, elles me font kiffer, mais que ton tarif, il est de 990, je vais me dire, non, elle est trop cheap, elle n'est pas pour moi, en fait. Alors qu'en fait, si moi, je veux un vrai truc haut de gamme et que celui d'à côté, il a des photos qui sont, ou sensiblement les mêmes que les tiennes, ou alors même un petit peu moins, je préférais quand même les tiennes, mais que par contre, lui, il me sort un mariage à 3000 balles, je me dis, j'ai mis de l'argent, donc il y a de la valeur. Non, et en fait, ça, c'est hyper important. Mais moi, l'argent fait la valeur. Donc, donnez-vous de la valeur, c'est ça. En fait. Et moi, je le vois sur mes tarifs au studio. En fait, au-delà des charges et au-delà de tout le reste, en fait, c'est qu'à un moment donné, il faut donner de la valeur à ton travail. À ton travail. Parce qu'en fait, tu ne fais pas juste payer tes images.
c'est petit aparté. Pareil. En fait, tu fais payer aussi ta compétence, toute ton expertise, ton matériel, tout ce que t'amènes toi, le temps que tu vas y passer. Et en fait, une image, c'est pas juste aller cliquer sur un bouton et offrir un souvenir. Hein. Une image, ce n'est pas juste cliquer sur un bouton. Non, mais parce qu'en plus, vous allez voir, si vous voulez vous lancer, vous allez vivre des trucs vraiment sympas. Moi, quand je me suis lancée, quand j'allais dans des dîners, on me disait photographe. Mais photographe, c'est un vrai métier. Mais tu vas en vivre. Mais vraiment, tu vas en vivre. Et alors, moi, j'avais la certitude que ça allait fonctionner. Et j'avais mon mari, le jour où je me rappelle la première fois où je me suis levée et je lui ai dit, je veux être photographe. Il m'a dit, non, mais Amélie, photographe. Il y a déjà tellement de photographes. Laisse tomber. T'avais pas un autre métier là que t'avais envie de choisir. Et en fait, c'est quelque chose. Alors aujourd'hui, ça m'arrive plus parce que j'ai su m'imposer et puis parce que ça fait 15 ans que je suis là. Mais je pense qu'on va dire que les 5 premières années de ma vie, à chaque fois que j'avais un dîner ou que j'allais dans une réunion de famille, on me disait mais vraiment, mais tu fais que ça. Mais j'ai encore des clients. Hein, ceci dit, moi aussi, j'ai encore des clients aujourd'hui qui rentrent au studio et j'ai 150 mètres carrés de studio. Qui me disent, et en fait, le reste du temps, vous faites autre chose. Ouais. C'est quoi votre deuxième métier? Non, moi, c'est quoi ailleurs? Ouais, non, c'est ça. En fait, non, intrinsèquement, l'idée, c'est avec quoi tu gagnes ta vie. Ouais. Et tu dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut pour moi, je peux plus prouver dire ça. J'ai plein d'autres activités. Non, mais moi aussi. Mais bon, voilà. Et ça, toi, jeune photographe qui veut te lancer, va falloir t'armer contre ça parce que c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Et en fait, je trouve que c'est positif aussi d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en son projet et de se dire oui, je veux être photographe et oui, ça va marcher. Parce que si toi, dès le départ, les autres arrivent à te mettre le doute et que quand on te pose la question, tu dis je sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer, on verra. Tu sais quoi, dans 2 ans, ça n'aura pas fonctionné. Puis il y a un autre truc, c'est qu'à partir du moment où on veut se lancer, ne perds pas trop de temps. Parce que si tu as un autre taf à côté, en fait, tant que tu ne seras pas à 100% dans ce que tu veux faire, tu n'y mettras pas 100% de ton énergie. Et du coup, ça décollera pas. Ça décollera pas. En fait, si tu te dis toujours à côté, ça décolle pas, mais en même temps, heureusement que j'ai un autre métier à côté, bah en fait, pour le coup, finalement, tu vas pas donner toute l'énergie et tout le boulot que tu dois fournir pour développer celle-ci. Alors que si jamais t'arrêtes, comme j'ai fait, moi j'ai fait, vas-y, on y va, pump it up. Moi, je suis partie en plus de la fonction publique, donc je suis partie sans rien à côté. Bah, en fait, là, il a fallu que je me sorte les doigts. On a le droit de dire ça. Ouais, allez, c'est pas grave. Il a fallu que je me bouge un petit peu et que je développe mon activité vraiment et que j'aille au bout des choses. Et c'est ça, en fait, qu'il faut savoir et qu'il faut comprendre, en fait. En fait, là, on vient de passer direct au point 9 qui est ne te sous-estime pas et aie confiance en toi. Donc maintenant, on va revenir au point 7. Tu es en cours de projet, tu as déjà acheté ton matériel, tu as commencé à te faire de l'image. Même si tu n'as pas encore déclaré ton activité, parce que ça vient dans le point 8, tu as le droit de commencer à avoir un site internet sous ton nom, parce que c'est une des erreurs qui va avec la confiance en soi, même si tu es jeune, même si tu n'as pas encore déclaré ton entreprise. Ne prends pas de nom d'emprunt. Ne t'appelle pas les merveilleuses images de Vanves. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. comme. Ou instant capturé. Moi, aujourd'hui, je me traîne depuis 15 ans, instant capturé. Comme un boulet. Comme un petit boulet. Alors, bien sûr que je pourrais changer, En fait, j'ai tellement peur de changer ma stratégie parce que ça fonctionne tellement bien que je me dis non, mais c'est pas grave. Je change mon logo, je remets mon nom en gros, etc. Mais faites pas l'erreur. Je l'ai faite. Cette erreur. Et aujourd'hui, je suis bien... au départ. Hein, oui, mais tu as vite changé. Ouais. Donc ça veut dire que si tu es en début d'activité, tu as le droit encore de te rattraper et de te dire allez, vas-y, je vais me mettre en nom propre. Parce qu'en fait, les gens, ils viennent pas faire une séance photo chez Instant Capturé, ils viennent faire une séance photo chez Amélie Soubrier. Et en fait, aie le courage d'être toi et de travailler en ton nom. Et ça, on en reparlera dans 5 ans, tu nous remercieras de t'avoir donné ce conseil parce que tu traîneras pas ton petit boulet comme moi je l'ai et tout sera plus simple dans ta stratégie de communication. Donc voilà, ça c'était on revient à la confiance en soi. Mais donc tu montres ton travail même sur si tes réseaux, même si t'es pas lancé, n'aie pas montre ton travail. Et juste un truc, si je peux mettre mon petit grain, le site internet, faites-le très vite. Plus vite tu feras ton site internet, plus vite Google pourra commencer
à travailler. En fait, comme je dis tout le temps, un site internet, c'est comme un vieux cuir. Et un vieux cuir, un bon cuir, c'est celui qui a de l'expérience. Qui a vécu. Un beau cuir. Un beau cuir, c'est celui qui a vécu. Et donc, du coup, le site, c'est pareil, en fait. Donc, crée un site tout de suite. Alors, par contre, tu mets pas tes tarifs, tu mets rien, tu montres ton portfolio, en fait. Tu es toi qui aime la photo et tu mets ce que tu aimes comme photo. Moi, j'ai commencé comme ça. En 2008, j'ai commencé à faire mon site internet, instantcapturé.fr. et je mettais... On fait de l'autopromo, là, où Et en fait, je mettais mes photos. Par exemple, tous les cours photos que j'ai faits, je publiais mes photos. Je mettais les photos de mes enfants. Ouais. Et en fait, il y avait pas en plus, je savais même pas à cette époque-là réellement que j'allais un jour oser me lancer. Mais j'ai commencé à faire tourner le référencement sur ça. Et je mettais un petit peu de texte, photographie, bébé. Enfin voilà, j'avais déjà une petite considération de ce qui allait venir. N'hésite pas à mettre des photos de tes enfants. Alors, si tu veux les mettre sur Internet, on est d'accord. Mais de mettre des photos de tes enfants. Parce qu'en fait, il n'y a que toi qui sais que c'est tes enfants. Les autres gens ne savent pas. Donc, tu as le droit de les mettre, en fait. Bah oui, c'est ça. En fait, donc, tu mets les photos de tes enfants, les photos de tes copains. Oui, mais c'est que mes amis. Mais vas-y, en fait, c'est du portfolio, c'est de l'image. Et en fait, il n'y a que toi. Enfin, nous, on ne te connaît pas. Donc, on ne connaît pas tes enfants, on ne connaît pas tes neveux et nièces, on ne connaît pas... tes futurs clients, ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas. C'est l'objectif. Donc n'hésite pas, et tu as le droit. Il n'y a rien qui empêche aujourd'hui de se monter un compte Facebook pour toi, photographe amateur, ou une page Instagram. Tu n'es pas juste obligé d'avoir des comptes pro. Juste, tu montres tes images, tu montres ton travail. Ça va commencer à te créer un petit réseau en local, des gens qui te suivent. Tu vois, c'est ce qu'on dit souvent. La base de départ, c'est ton réseau. Ça va être tes parents, tes amis, tes cousins, tes cousines, tous ces gens-là qui vont faire que petit à petit, en fait, tu vas créer une petite communauté autour de toi et cette communauté va s'étendre parce que ta cousine, quand elle a sa copine qui va être enceinte, peut-être qu'elle va lui dire « Oh bah tiens, regarde, moi j'ai ma cousine, elle se lance comme photographe. Ouais. » Donc, sois prête, en fait, à accueillir ces demandes, même si au début, c'est des séances que tu offres parce que c'est du portfolio. Voilà, plus tu vas commencer à faire parler de toi, plus tu vas avoir des chances de pouvoir développer ton réseau assez vite. Montre que tu en fais. C'est ça, montre que tu existes. Non, mais prouve que tu... Non, c'est prouve que tu résistes. Non, c'est pas ça. Mais c'est commence à exister. En fait, c'est toujours n'aie pas peur. Ose dire je ne suis pas encore photographe, mais je suis passionnée de photographie. Ça. Voilà, parce que c'est le début de l'histoire et qu'il y a un moment, il faudra y aller. Donc, plutôt que d'arriver... En fait, c'est très difficile d'arriver en tant que professionnel. De tout d'un coup te dire ça y est, je suis pro. C'est-à-dire que tu as juste, en fait, entre hier et aujourd'hui, tu t'es juste déclaré au guichet unique. C'est ça qui fait le fait que tu es pro. Le fait d'être déclaré. Le fait d'être pro, c'est le fait juste d'avoir un numéro de siret. Voilà. Et en fait, ça changera rien par rapport à hier, en fait. Même si tu n'es pas formé, même si les images sont les mêmes, même si... voilà, en fait, la seule différence, c'est qu'en étant professionnel, tu as un numéro de siret et tu peux faire payer des gens et déclarer à l'URSSAF. En fait, c'est ça le truc. Hein. Disons que c'est que tu auras le droit d'afficher tes tarifs, tu auras le droit d'avoir des vraies prestations. Mais tu avais le droit, en fait, avant d'avoir ce numéro de siret, de mettre en place toute ta stratégie d'image, etc. Exactement. Sur ton site internet. Donc, tout ce que tu auras déjà fait avant, toutes les images que tu auras commencé à mettre, le texte qui va commencer à faire travailler le référencement naturel de ton site, c'est que des choses que tu as gagné sur l'après. Donc, n'hésite pas à aller vers ça. Donc là, on a tout fait. Maintenant, tu montes. On y va. Tu montes ton entreprise, tu vas sur le guichet unique et tu récupères ton numéro de siret. Là, au moins... Après, t'es déclaré. Alors, attention, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est pas l'objet de l'épisode, mais il y a quand même, une fois que tu as fait ça, par exemple, moi, ce que je te conseillerais, alors là, c'est la présidente de la fédération qui parle, mais tu prends une assurance. Je sais que c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire parce que c'est pas un métier conventionné, mais c'est extrêmement important parce que ça rassure tes clients. Ça rassure tes clients. Tu as le droit de communiquer sur le fait que toi, tu as une assurance. Enfin, moi, une assurance pro. Une responsabilité civile professionnelle. Moi, je trouve ça hyper rassurant pour plein de raisons parce que déjà, souvent, les responsabilités civiles, tu as des couvertures juridiques. Donc, si jamais tu as un problème, tu auras peut-être quelqu'un qui pourra t'aider. Parce que, je sais pas, moi, tu es en séance dans un parc, tu marches sur les lunettes de l'enfant qui les avait posées ou du papa, tu es assuré. Enfin, voilà. C'est pour moi, c'est la base. C'est professionnel. C'est aussi important que, par exemple, prendre un service de médiation. À partir du moment où tu es déclaré... C'est même pas important, là. Là, c'est obligatoire. Donc, mais c'est quand même, c'est des petites choses comme ça. Passe pas à côté de ça parce qu'à partir du moment où tu l'as,
où tu es déclaré. Ces choses-là, c'est des choses que pour te vraiment... Et puis, je pense que ça te rassure aussi. Ça te donne de la légitimité. Voilà, c'est ça, de la légitimité, c'est exactement ça. Et donc une assurance pro, le service de médiation, parce que c'est obligatoire depuis le 2016 et que, par exemple, si tu es en entreprise individuelle, même au statut de la micro, si tu n'as pas de médiateur à la consommation, donc médiateur à la consommation, c'est si jamais tu as un problème avec un client, il peut faire une saisine auprès d'un médiateur, ce qui permet de désengorger la justice, les tribunaux, etc. Il faut savoir que si demain, tu ne l'as pas et que l'État passe sur ton site pour vérifier, c'est 3 000 € d'amende si tu es en micro. C'est cadeau. Si tu es en micro, si tu es en SARL, c'est jusqu'à 15 000 €. Ouais. Donc, moi, je vous invite à ne pas jouer. Voilà. Nous, on joue pas. Nous, on joue pas. Non, on joue pas. Dans nos séances, mais et pour le coup, et ça va d'ailleurs avec le dernier point, qui est le 10e, parce qu'on s'était dit une petite demi-heure, ça fait bien plus que ça qu'on en parle. Le dernier point, c'est... Va rencontrer tes collègues, créer du réseau, mais c'est tellement important. Mais c'est toute ma vie, moi, ça. Donc, s'il te reste un petit peu d'argent, tu viens à la FFPMI? Non, c'est super. J'ai pas le droit de dire. Oh, j'avais envie de le dire. Non, parce qu'en fait, mais au-delà de ça, savent pas. Non, ils sont nouveaux, ils savent pas, ils ont peur. Mais il faut qu'ils sachent. Regarde, faut que ça vienne comme ça et qu'ils sachent FFPMI. Qu'est-ce que c'est? Ça m'intéresse. Non, mais au-delà de ça, il faut que tu ailles te créer un réseau. Mais justement, en fait, c'est là que ça intervient, la fédération. Parce que souvent, tu as cette peur. Tu n'es pas légitime et tu as l'impression que la profession ne va pas t'accueillir. Et pourtant. Mais alors souvent, tu sais, il y a quand même encore... Nous, on est des meufs ultra sympas. Clairement. Ah ouais? Ben ouais. Toi aussi? Ben oui, moi aussi. Oh la vache. Mais non, mais moi, quand on me contacte, je réponds tout le temps. Oui. Tu vois, je suis prête à aller boire des cafés, à aider, etc. Il y a encore des gens qui vivent dans un espèce de monde de concurrence où pour eux, en fait, tous ceux qui arrivent sont des concurrents et ils vont leur faire du mal. Donc, il y a des gens, malheureusement, aujourd'hui, si tu lui écris en lui disant « Je suis dans le bled à côté de chez toi viens, on va boire un café », il va te dire « Non ». Tu crois quoi? Que je vais te donner mes trucs et que je vais t'aider à te lancer? Niet. Et en fait, la fédération aujourd'hui, alors oui, c'est 245 € à l'année, mais par contre, ça te donne l'opportunité d'intégrer un réseau. Un réseau qui est déjà construit, un réseau qui est dans l'échange. Parce que dans toutes les régions... Et puis les personnes qui sont venues s'inscrire à cette fédération aussi, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça. C'est des gens qui voulaient aller au-devant des autres, au-devant de leurs collègues et qui prennent pas leurs collègues comme des concurrents, mais plus comme des gens avec qui ils vont grandir ensemble. Et en fait, moi, aujourd'hui, je le dis, t'es débutant, t'es en reconversion, tu viens d'arriver dans le métier, n'aie pas peur. Viens à la fédération, il y a des bureaux régionaux. Maintenant, dans chaque région, généralement, quand tu arrives et qu'on ne te connaît pas, tu as toujours un membre du bureau régional qui t'appelle, qui t'explique ce qu'on fait, comment on le fait, où est-ce que tu peux trouver les prochains événements. Par contre, il y a un moment, il va falloir se prendre en main et oser y aller. Et ça, on ne pourra pas le faire pour eux. Il faut leur dire. On ne pourra pas. Mais... En fait, c'est-à-dire que quand il y a des événements qui sont mis en place, etc., faut venir, en fait. Il faut oser. Et puis, il faut venir nous parler. Non, mais on est quand même... Je trouve que dans l'ensemble... Moi, nous, on prend l'exemple de Paris parce qu'on connaît bien. Oui, mais à Paris... certains n'osent pas et qui viennent et qui disent « Ah, j'ai pas osé te parler ». Oui. Non, mais après, les bureaux régionaux, ils sont censés essayer de créer le lien, etc. Mais voilà, n'hésitez pas. Bien sûr que si vous avez des photographes autour de chez vous et si vous pouvez les contacter, c'est super parce que moi, je suis pour l'entraide. Je suis persuadée que c'est comme ça qu'on grandit. Si vraiment vous ne savez pas où aller chercher les photographes et comment intégrer un réseau, sachez qu'il y a des fédérations. Alors nous, on est une fédération d'artisans à la FFPMI. On est là, c'est vraiment tout ce qui est photographie sociale. On est là pour faire en sorte que ça crée du lien entre les gens, qu'il se passe des choses et qu'en fait, la profession dans son ensemble grandisse. Donc voilà, moi je vous invite à oser. Départ, quand moi j'ai commencé, elle existait, c'était pas la même, c'était autre chose, mais pour le coup, j'avais même pas écho que ça existait, ce genre de fédération-là. Et du coup, je me suis créé mon réseau moi-même, c'est-à-dire que moi j'ai pris mon téléphone et je fais on est à côté, viens, on va manger ensemble, on va boire un mojito, on va boire un café, on va faire un truc, mais en mode sympa, c'est-à-dire que c'est pas « salut, moi je suis… » en fait, c'est juste qu'à un moment donné, il faut y aller, il faut oser y aller, et puis il faut donner de l'entrain, et c'est important, c'est dans le relationnel. C'est dans le relationnel, je trouve que c'est très important. Nous, on s'est rencontrés sur des… On s'est rencontrés comment? Sur un resto? Ouais, un resto, les restographes. Les restographes. Les restos de photographes. Mais donc voilà,
Bon, allez, c'était le mot de la fin. On a passé 10 étapes. On vous les remettra dans la description en dessous pour que vous puissiez... parce que là, comme ça semble assez déstructuré, mais en vrai... Ça ne l'est pas. On sait où on va et on savait le message qu'on voulait délivrer. Exactement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos questions. On répondra parce qu'on est des meufs. Trop sympa. Trop sympa. Si vous voulez connaître un petit peu la suite des épisodes et voir d'autres sujets qu'on va développer, vous cliquez sur la petite cloche là à côté pour vous abonner, bien entendu. Parce que c'est une chaîne trop sympa. Tu suis pas aussi, mais suis un peu. Et en tout cas, on espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu éclairé. C'est ça. On se retrouve très vite. Bye bye. Salut.